Galen Winsor est un physicien nucléaire de renom qui a travaillé dans des centrales nucléaires à Hanford dans l'État de Washington, à Oak Ridge dans le Tennessee, à Morris dans l'Illinois, à San José en Californie et Wilmington dans le New Jersey et a participé à leur conception. Parmi ses fonctions, il était responsable de la mesure et du contrôle des stocks et du stockage du combustible nucléaire. Galen a donné des conférences et voyagé à travers les États-Unis, est intervenu dans des émissions de radio nationales et a réalisé plusieurs vidéos exposant les idées reçues sur les radiations nucléaires. Et il considérait le bassin de combustible usé de l'usine de recyclage de Morris dans l'Illinois comme son lieu de baignade chaud personnel. Lors de conférences, il léchait du dioxyde d'uranium sur la paume de sa main et un jour, il remplit une bouteille de 2 litres avec l'eau de ce bassin qu'il gardait sur son bureau pour s'hydrater quotidiennement. Il démontre que la peur des radiations a été exagérée pour effrayer la population et permettre à quelques personnes influentes de conserver le contrôle total de la ressource énergétique la plus précieuse au monde. Galen Winsor est décédé en 2008. Il avait plus de 80 ans et sa mort est apparemment due aux causes naturelles habituelles qui touchent les personnes d'un certain âge. Ce film a été réalisé par Ben Williams en 1986. Je m'appelle Galen Winsor et j'ai pensé partager avec vous quelques conseils pratiques concernant cette arnaque autour de la peur du nucléaire. Vous avez certainement entendu dire que l'énergie gamma, celle qui émane d'une pierre comme celle-ci, est la plus pénétrante et la plus nocive de tous les rayonnements. Et ce n'est pas tout. Voici de l'uranium, le précurseur du radon. On dit que si l'on peut mesurer ou détecter du radon dans une maison, c'est mauvais signe. Si l'on dépasse la limite fixée par l'EPA, c'est une raison suffisante pour vous expulser de chez vous et dépenser 13 000 $, comme ils l'ont fait récemment avec la maison de Stanley Watrous en Pennsylvanie l'autre jour, pour éliminer le radon et le ventiler à l'extérieur. C'est ridicule. Prenons-les un par un. Voici une pierre que j'ai ramassée à Naturita, dans le Colorado. 16% d'uranium en poids. De l'uranium de haute qualité. Radioactif. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui disait qu'ils avaient de l'uranium de haute qualité. Et voilà. C'est trop radioactif pour être transporté, donc ils ont dû l'enterrer sur place. Oh, merveilleux. Parlons un peu de la radioactivité. Si on peut... Oui, on peut. Le dosimètre est allumé et émet un cliquetis. Si vous placez la sonde juste là, le compteur s'emballe. Et vous pouvez l'entendre, n'est-ce pas? Ça chauffe. Le rayonnement gamma est le plus pénétrant de tous les rayonnements. Ah bon? Tout ce qu'il y a entre la pierre et la sonde, c'est ma main. Ça ne compte pas pour grand-chose, n'est-ce pas? Et si je mettais la pierre derrière moi? Les cliquetis diminuent de façon audible. Vous ne pensez pas qu'ils vous ont menti, n'est-ce pas? Je soupçonne que oui. Bon, continuons un peu. J'ai une bouteille noire. Ce produit est vendu dans une bouteille blanche, une bouteille de no-dose. On peut envoyer des enfants à la pharmacie pour acheter du no-dose. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'argent. Ici, il y a 60 pastilles de caféine blanche. Dans celle-ci, il y a de l'oxyde d'uranium U-308. On ne peut pas l'acheter, ni pour tout l'or du monde. L'État de Washington a envoyé 2 de ses agents de la Gestapo chez moi pour confisquer mes échantillons d'uranium le 17 décembre de l'année dernière. J'ai un défi à vous lancer. J'aimerais que quelqu'un dans la salle se porte volontaire pour prendre tout le contenu de cette bouteille ou de cette bouteille-là. La seule chose que je vous dirai, c'est que l'une d'elles ne vous fera pas de mal et que l'autre vous tuera. Vous voulez la substance blanche ou la substance noire? La substance blanche? Si c'est le cas, il y en a assez là-dedans pour tuer 4 hommes de votre taille. Le gouvernement dit, nous devons interdire cette substance, elle est radioactive. Vérifions au fond de la bouteille. Pas vraiment radioactif. Enlevons le bouchon.
Oh mon Dieu, très radioactif. Cet instrument ne mesure que l'énergie gamma. Ce n'est que de l'énergie, comme celle qui émane de ces lumières. Seulement, vous recevez beaucoup d'infrarouge provenant des lumières ainsi que de l'ultraviolet. Une réponse énergétique, et c'est très soigneusement atténué pour ne distinguer que cela, afin qu'il ne capte que l'énergie qui arrive ici. Je ne veux pas qu'il réagisse à la lumière, juste à ça. Il m'a coûté 1000 $ pour obtenir un instrument qui ne réagira qu'à ces rayons, des rayons gamma, et pas à la lumière. C'est radioactif au sens strict du terme, une matière radioactive qui émet un rayonnement détecté par un instrument comme celui-ci. Son produit de fission, le radon, ne peut pas être détecté par cet instrument car il émet des particules alpha. Une particule alpha est une particule bivalente positive qui provient du noyau. Elle possède 2 protons et 2 neutrons. Son poids atomique est donc de 4 et elle a un déficit de 2 électrons. Et si vous la détectez avec un compteur à haut potentiel d'ionisation, elle sera comptabilisée. Mais si elle parcourt 5 cm dans l'air ou traverse une feuille de papier, elle capte 2 électrons de particules bêta, si vous préférez, et se transforme en gaz hélium, et elle ne sera pas détectée par une chambre d'ionisation. Saviez-vous que cette chose-là émet de l'hélium gazeux? L'alpha provient de l'uranium. Bon, une matière radioactive. Vous la versez dans la main, et c'est de la contamination radioactive. Est-ce radioactif? Oui, ça l'est. Très radioactif. Maintenant, la décontamination n'est rien d'autre que de la ramasser et de la remettre dans la bouteille. Je viens juste de décontaminer ma main. Non, je n'ai pas fait un très bon travail. Pas du tout. Est-ce toujours radioactif? Oui, c'est ce qu'on appelle la radioactivité résiduelle. Or, selon les règles de décontamination du gouvernement, quand on décontamine quelqu'un d'aussi contaminé, et c'est certainement un incident à signaler selon les réglementations actuelles du DOE, quand on le décontamine, cela doit passer par un égout contrôlé pour ne pas disperser la radioactivité. Est-ce que je fais office d'égout contrôlé? Il lèche sa main. La matière que je viens de manger n'est pas soluble dans les fluides corporels. À l'origine, elle était à 940 degrés centigrades, température à laquelle elle se transforme en U308, en uranium-308, connu dans l'industrie comme insoluble dans l'HCI. En d'autres termes, elle ne se dissout pas dans l'acide chlorhydrique concentré, chaud. Votre estomac contient 10% d'acide chlorhydrique normal, donc ça ne se dissoudra même pas. Cette substance est tellement fine qu'elle n'a aucune texture. Elle n'est même pas rugueuse au toucher. Elle est donc insipide, inodore, sans texture. Comment pourrait-elle me faire du mal? Comme j'en mange depuis 2 ans lors de ma tournée de conférences, l'État de Washington a jugé nécessaire de confisquer mes échantillons d'uranium pour assurer ma sécurité. Le Dr Fulton de la Hanford Environmental Health Foundation m'a appelé et m'a dit « Salut, j'ai entendu dire qu'un de tes gars a fait une overdose d'uranium aujourd'hui. » On a discuté un moment, puis il a dit « Oh, c'était toi ?» Et j'ai répondu « Écoute, je peux manger tout ce que je veux de ce truc. » Il m'a dit « Ça va détruire tes reins. Comment vont tes reins? Ils vont bien. » Eh bien, tu aurais dû subir une chelation dans les 4 heures. Et j'ai dit « Tu veux dire que vous allez me suivre à travers le pays et me donner des agents chélateurs toutes les 4 heures après que je l'aurai mangé pendant ma tournée de conférence ?» Il répondit « On te fournira toute l'assistance médicale dont tu as besoin, Galen. Nous ne voulons pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. » J'ai dit « Cela inclut-il le fait d'avoir envoyé l'équipe SWAT fédérale il y a 4 jours pour m'arrêter? » D'où sortent ces types? Bon, voici un morceau de métal d'une densité de 19, 19.0. Si vous vous y connaissez en chimie et en physique, vous savez qu'il existe 2 métaux qui ont cette densité, le plutonium et l'uranium. Radioactif, pyrophorique, densité de 19. En dehors d'un laboratoire, la plupart d'entre vous ne sauraient pas me dire s'il s'agit d'uranium, de plutonium ou d'un mélange des deux.
J'ai dit que c'était lourd, et ça l'est. Voyons s'il est radioactif. Oui, ça l'est. Pyrophore. Qu'est-ce que cela signifie? Pyro, feu. Noir à l'extrémité. L'étincelle qui vient de jaillir est pyro. Feu, brûlure. S'il s'agit de plutonium, je viens de contaminer cette zone de l'Arizona au-delà de la limite fixée par l'EPA d'1 000 carrés de surface. Quelqu'un a ri. C'est sérieux. La fin du progrès en général signifie que je viens de vous contaminer au-delà de la limite d'1 mile carré. C'est maintenant argenté à l'extrémité. Demain, ce sera noir parce que il s'oxyde tout seul pour prendre cette couleur noire, comme ça, tout seul. Le plutonium fait ça et l'uranium fait ça également. Est-ce dangereux? Oui, ça l'est, parce qu'ils prennent de l'uranium appauvri, métallique, et en font des balles de calibre 50, qu'ils tirent avec des armes portées à l'épaule. En 1976, ils ont rendu la guerre des chars obsolète avec ces trucs, car il suffit d'un simple soldat avec une seule arme pour détruire un char de 65 tonnes. Ça traverse 7,5 cm de blindage, et quand ça ressort de l'autre côté, c'est cette étincelle blanche brûlante qu'on vient de créer. Et les 5 hommes dans ce char sont morts, parce que ça brûle tout l'oxygène de l'air, et ça brûle votre chair. En 1976, ils ont rendu la guerre des chars obsolète et vous ne l'avez même pas su. Ils fabriquent 10 000 de ces balles chaque jour aux États-Unis. On a assez d'arsenal pour couler tous les chars de Russie. Et nos gars au ministère de la Défense n'en parlent même pas. Oui, c'est dangereux pour la santé. Ça me rappelle quelque chose. Le plomb est dangereux pour la santé aussi, n'est-ce pas? Surtout s'il se trouve dans une balle de calibre 45, comme celle-ci, et qu'elle vous touche juste ici, à environ 800 mètres par seconde. Ce n'est pas le matériau, c'est l'impact dû à la vitesse. Soyons très précis dans les mots que nous utilisons. Ce morceau de plomb, en particulier, est sorti d'un corps humain. Mon fils, qui est shérif adjoint, a pensé que je pourrais peut-être l'utiliser en tournée. C'est ce qu'on appelle mourir d'un empoisonnement au plomb. Tout le reste n'est que pure fantaisie, car il n'est pas soluble dans les fluides corporels non plus. Voici une pastille de cobalt 59. Si vous la placez dans un réacteur au sein d'un champ de neutrons, vous pouvez convertir le cobalt 59 en cobalt 60, qui émet un rayonnement gamma. Cela devient la source que les médecins utilisent pour irradier les patients à 7000 Röntgens pour un patient. La dose totale absorbée par les travailleurs exposés au rayonnement de 3 Mile Island au cours des 6 dernières années est d'environ 1500 Röntgens. Une dose 5 fois supérieure est administrée à une seule personne dans un cabinet médical. Maintenant, comprenez-vous pourquoi je dis que les réglementations fédérales sont absurdes et que si vous vous conformez à ces réglementations fédérales, vous êtes peut-être vous aussi absurde. Or, une pastille de cobalt 60 de cette taille a été expédiée par erreur au Mexique, où elle s'est retrouvée diluée dans 5000 tonnes de fer. Une partie de ces barres d'armature a été acheminée jusqu'à Los Alamos au Nouveau-Mexique et on s'est dit, tiens, ce matériau est radioactif. Il faut comprendre que cette seule pastille, diluée à peu près d'un facteur d'1 milliard, était ce qu'ils détectaient sur un appareil comme celui-ci à Los Alamos. Ils ont donc retiré des pieds de table qui se trouvaient à Spokane, dans l'État de Washington, et qui provenaient du même lot car ils étaient chauds et radioactifs et auraient pu vous brûler, alors que la pastille elle-même pouvait être tenue dans la main, comme ça, pendant quelques minutes, sans vous brûler. Or, le Christ a marché sur Terre il y a 1 milliard de minutes. Si je pouvais tirer cette pastille en un fil, et qu'il faisait le tour complet de la Terre pour revenir ici à Phoenix, 1 milliardième de cette quantité correspondrait à 4,3 cm de ce fil ainsi étiré. Ça vous laisse pantois? Cela devrait. Maintenant, essayons un petit jeu. L'EPA affirme
que 5 picocuries par litre d'air est la limite pour le radon 222. Et il traite ça comme si c'était un chiffre réel. Madame Curie dit que 1 gramme de radium égale 1 curie, qui égale 2,22 fois 10 puissance 12 désintégrations par minute. Et c'est la définition de base de la radioactivité. Combien de désintégrations par minute la limite de l'EPA représente-t-elle? Découvrons-le. L'EPA, dans sa grande sagesse, affirme qu'avec 11 désintégrations par minute pour 1 litre d'air, vous avez dépassé la limite. Vous savez ce que j'ai fait l'autre jour? J'ai eu une petite discussion avec des autorités juridiques chez moi. Alors j'ai pris une de ces bouteilles d'uranium comme celle-ci et je l'ai dissoute dans un flacon Erlenmeyer avec de l'acide nitrique. J'avais une fissure dans le sol du sous-sol et j'ai versé toute cette bouteille dans cette fissure du sous-sol sous forme de solution acide. Donc ça va faire sauter le compteur de son échelle sur n'importe quel point d'une section de 3 mètres de cette fissure. Quand ils viendront mesurer le radon là-bas, tu sais ce qui va se passer. Le radon va faire sauter l'échelle de leur appareil. Leurs instruments n'iront pas aussi haut. Si la maison de Watrous dépassait 17 fois cette limite, ce qui l'a poussé à dépenser 13 000 $ et à en faire parler à la télévision nationale et dans la presse, imaginez à quoi ressemble la maison de Galen-Windsor. J'ai pris la peine d'en informer mon député. J'ai aussi prévenu Mike Lawrence, le directeur du département de l'énergie dans le nord-ouest du Pacifique, mon représentant à l'Assemblée de l'État, Ray Isaacson, et quelques autres personnes avisées, notamment des banquiers, des avocats et la cour d'appel. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Je leur ai mis ça sous le nez jeudi dernier, puis je suis descendu à Phoenix, donc j'ai échappé à tout ce cirque. Ce que je vous dis, c'est que les réglementations fédérales sont absurdes. Les membres du Congrès qui les ont mises en place devraient être virés. Ils devraient être renvoyés chez eux. Les régulateurs, que faire d'eux? Arrêtez de les payer. Le contribuable, l'électorat, élit ces gens pour qu'ils aillent faire un travail. Pourquoi continuez-vous à les payer alors qu'ils vous racontent n'importe quoi? Alors qu'ils mettent en place des réglementations qui n'ont aucun sens? Arrêtez ça. Cessez de les payer et renvoyez-les chez eux. L'expression avec laquelle j'ai grandi dit « virer ». Est-ce facile? Apparemment non. Vous n'avez pas fait le travail. La majorité du Congrès est irresponsable, amoral, athée, irresponsable. Voyons voir combien d'autres adjectifs puis-je trouver. Mais il y en a tant. Laissez-moi vous dire une chose. Nous, en tant que peuple, avons envoyé une bande de vauriens à la boutique de l'énergie avec un chèque en blanc signé. Et nous leur avons dit, « Hey les gars, si vous êtes à court d'argent, allez nous construire une bonne centrale électrique. Si vous êtes à court d'argent, revenez. Et nous vous donnerons un autre chèque en blanc signé. Et nous garantirons le paiement sur le dos des contribuables. » La Tennessee Valley Authority possède plus de réacteurs nucléaires que n'importe quelle autre entité du pays. Pas un seul d'entre eux n'a produit d'électricité depuis août dernier. Les réacteurs 1, 2 et 3 de Browns Ferry, dans le Mississippi, n'ont pas produit d'électricité depuis mars dernier. Et ils ne prévoient pas de produire d'électricité à Browns Ferry avant le milieu de l'année 1986, ce qui représente $1 million par jour de recettes d'électricité perdues par centrale, et tout cela au nom de la santé et de la sécurité. Maintenant, dites-moi qu'on n'a pas envoyé des escrocs sur le marché de l'énergie avec un chèque en blanc signé. Ils continuent d'être payés. Ces réacteurs sont tous entièrement chargés en combustible, dotés d'un effectif complet, et restent là à ne rien faire. Qui se fait avoir?
le contribuable, vous continuez de payer de plus en plus cher votre électricité, tout le temps. Aujourd'hui, la Bonneville Power Administration affirme qu'un taux de disponibilité de 57% est acceptable pour un réacteur nucléaire. Le réacteur principal de Yankee fonctionne souvent à 103% de disponibilité, ce qui signifie qu'il dépasse sa puissance nominale et que, sur l'ensemble de l'année, sa disponibilité moyenne est de 100%. La Bonneville Power Administration et le ministère de l'Énergie affirment qu'un taux de disponibilité de 57% est acceptable. Cela signifie que l'on peut laisser ces installations à l'arrêt 43% de l'année, ce qui est jugé comme une performance acceptable par le gouvernement. La réponse est évidente. Il faut retirer le gouvernement de la régulation du secteur énergétique, confier ces centrales à des personnes qui les exploiteront efficacement 100% du temps. Quand on a installé les enceintes de confinement à rejet zéro, on a commencé à jouer avec le feu. À peine avions-nous prouvé qu'un réacteur nucléaire n'avait aucun impact mesurable sur l'environnement qu'ils les ont confinés et équipés de recombineurs catalytiques. Certains réacteurs au Texas ont été conçus pour rester confinés pendant 8 ans à grands frais. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on confine un réacteur comme TMI-2, on obtient de l'hydrogène radiolytique, et c'est ce qui s'est passé à TMI-2. Et ils n'arrêtent pas de se plaindre, alors qu'il suffisait d'ouvrir les fenêtres et de laisser passer l'air. Ces enceintes de confinement ne sont pas nécessaires. Je vais au Colorado ce week-end pour rencontrer l'association des producteurs d'uranium. Et ils sont furieux parce que le gouvernement inonde le marché d'uranium et fait chuter le prix de cette matière première essentielle à leur subsistance. Mais ce qu'ils ignorent totalement, c'est que le bureau d'exploitation de Grand Junction va attribuer un contrat au nouvel exploitant, lui allouant un budget de 25 millions de dollars sur les 5 prochaines années. 80% de cette somme sera consacrée à des travaux de décontamination, c'est-à-dire à l'extraction de ces matériaux. Si vous en trouvez que leur présence est détectée par un compteur Geiger, vous pouvez les faire venir pour refaire entièrement votre jardin, y compris les fondations, aux frais du gouvernement. Si vous refusez, ils vous traîneront en justice et votre propriété sera déclarée inhabitable. Vous serez alors obligé de dépolluer votre terrain à vos propres frais avant de pouvoir la vendre. Savez-vous ce que j'ai fait en versant cette solution d'uranium dans la fissure de ma maison? J'ai piégé le gouvernement américain. Et vous allez bientôt en entendre parler. L'ai-je fait exprès? Oui, bien sûr. Tout comme lorsque je plongeais dans cette piscine et buvais cette eau contaminée au césium. J'ai découvert que ça ne me fait pas de mal. Vous devez découvrir que ça ne me fait pas de mal ni à vous. En fait, la seule raison d'être de ces immenses lignes de distribution transcontinentales serait de pouvoir concurrencer un petit réacteur produit en masse et installé dans votre jardin. Pourquoi ne le veulent-ils pas? Parce qu'ils forment le cartel énergétique fédéral. Ils aiment fixer le prix, la disponibilité totale, et décider si vous pouvez vous y raccorder. Et si vous ne pouvez pas payer votre facture, ils vous coupent le courant. C'est ce qu'on appelle le pouvoir, la domination et le contrôle. Et ça leur plaît. Ils ne veulent pas que vous soyez indépendant énergétiquement. Si vous aviez une de ces centrales dans chaque quartier, de 10 pâtés de maisons à Phoenix, vous pourriez envoyer balader le reste du monde. Et il y a une autre utilisation pour cette chaleur. Vous pourriez chauffer vos maisons en hiver et les climatiser en été. Chauffage, ventilation, climatisation. Dans les pays où il gèle, on pourrait utiliser cette eau chaude pour chasser le gel au printemps et à l'automne. De plus, on a découvert que les plantes poussent plus vite dans l'eau chaude. On pourrait donc l'utiliser pour l'irrigation tout l'été. C'est pourquoi les tours de refroidissement sont appelées tours de dissipation. Elles évacuent plus de 50% de la chaleur. L'autre matin, en sortant de Tri-Cities, j'ai vu la centrale nucléaire WNP2 produire 700 mégawatts à travers les nuages. Les nuages recouvraient tout le sol. Et il y avait une sorte de cornet de glace juste là, et je me suis dit, tiens, c'est WNP2. Il neige 12 cm chaque nuit à WNP2, et nous autres, on n'a rien. D'où vient cette eau?
Elle sert à refroidir le condenseur. Il y aurait une entreprise juste là, une usine de craquage de pétrole, quelque chose qui récupère cette chaleur et l'utilise, comme celle qu'ils ont construite à Midland, dans le Michigan, il y a 10 ans et qui n'a jamais servi. Dow Chemical poursuit donc la compagnie d'électricité en justice car elle n'a jamais produit la vapeur nécessaire à son usine chimique située juste à côté. Notre pays a des problèmes. Je vous dis ce qui ne va pas, et agir est votre responsabilité.